Bang Bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Thomas Dournon, Risk and Compliance Manager chez Squarefacts au Maroc, chercheur indépendant sur des problématiques liées à la criminalité organisée et aussi analyste en stratégie à l'EGE Campus Rabat. Dans la première partie de cet épisode, on fera un tour d'horizon des différents liens entre la corruption et la criminalité, de leur mondialisation, et en seconde partie, on se penchera sur la question relevée par les Panama Papers. Qu'en est-il aujourd'hui des paradis fiscaux? Comment lutter contre la fraude et la criminalité? Et qu'en est-il enfin de la cybercriminalité? Je suis Rizlaine Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour Rizlaine, ça va très bien, merci. Ravi de rejoindre ce podcast. Je voudrais qu'on commence par une question qui paraît a priori évidente. Quels sont les liens entre la corruption et la criminalité? Y a-t-il aujourd'hui une mondialisation de la corruption et de la criminalité? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui est surprenante, je dirais, quand on la pose à quelqu'un qui travaille sur la corruption. On travaille beaucoup sur la corruption, le blanchiment d'argent, tous ces flux financiers. La corruption, c'est de la criminalité, déjà. Et il y a une convention de l'OCDE, il y a aussi une convention de l'ONU qui date de 2003, qui encadre les modalités à mettre en place par les pays qui l'ont ratifié ou qui l'ont signé par la suite, qui encadre les mesures à mettre en place pour lutter contre la corruption, qui est un crime, qui est donc répréhensible au pénal dans la plupart des pays qui l'ont ratifié. Et donc, est-ce qu'il y a une mondialisation de la corruption ? Non, je pense pas. Je pense que c'est un crime qui est quand même vieux comme le monde, quasiment. On parle parfois de facilitation pour essayer d'arrondir les angles face à ce crime. Aujourd'hui, peut-être qu'on en parle plus, peut-être que les gens sont plus formés, peut-être que le travail qui a été fait par des organes comme l'OCDE, par l'ONU, par les juridictions nationales, par les gouvernements, fait que on comprend mieux ce qu'est la corruption, la différence entre la corruption directe et indirecte. Le fait de remettre des cadeaux qui doivent être déclarés aussi, qui peuvent être interprétés comme de la corruption en fonction du montant de ces cadeaux et de la nature même de ces cadeaux, qui varie en fonction des pays. Donc je pense pas qu'il y ait de mondialisation de la corruption, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus globale des enjeux de la corruption, que c'est la première porte d'entrée pour asseoir des organisations criminelles, pour qu'elles puissent aussi rentrer dans des organisations légales ou influencer la sphère publique. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'il y a une forme de prise de conscience globale. On l'a vu avec le scandale des Panama Papers et la fuite des documents confidentiels du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Les paradis fiscaux portent bien leur nom. C'était en 2016. Qu'en est-il aujourd'hui des paradis fiscaux? Comment lutter contre ça? Comment lutter contre la fraude? Alors, ils existent toujours. Ils sont un peu partout d'ailleurs. Alors, les paradis fiscaux qui ont été dénoncés dans les Panama Papers, dans les Lux Papers, dans les Offshore Leaks, etc., qui sont issus d'investigations d'une organisation qui s'appelle l'International Consortium of Investigative Journalists, donc le consortium international de journalistes d'investigation. Ils ont été enquêtés à partir de fuites de lanceurs d'alerte dans des juridictions telles que les Panama, les îles Vierges, parfois Jersey, etc., etc. Vous retrouvez leurs enquêtes sur plusieurs secteurs, tous liés à ce système d'évasion fiscale. Et après, je dirais parfois de blanchiment d'argent. Après, la question de ce qu'on appelle les paradis fiscaux, elle va varier en fonction des listes. Vous allez avoir l'Union européenne qui va émettre une liste noire et une liste grise. Le Maroc a été sur liste grise pendant un moment, puis il en a été retiré. Puis sur la liste noire, vous allez trouver les Fidji, vous allez trouver Guam, qui est aux États-Unis. Vous allez trouver les îles Vierges américaines, en opposition aux îles Vierges britanniques. Vous allez trouver les Samoa américaines. Vous allez trouver Trinidad et Tobago. Vous allez trouver le Vanuatu. En liste grise, vous allez trouver la Tunisie, la Russie, Israël, Hong Kong. Des juridictions où c'est facile de monter une société, où on n'aura pas forcément accès aux administrateurs qui dirigent de facto cette société. Et par exemple, quand je vous cite la liste noire et la liste grise de l'Union européenne, il n'y a aucun pays de l'Union européenne qui est mentionné. Donc on n'a pas Jersey, on n'a pas l'île de Man du Royaume-Uni, on n'a pas Malte, on n'a pas Chypre, qui sont aussi considérés comme des paradis fiscaux par d'autres organisations, notamment ce qu'on appelle le FATF, la Financial Action Task Force, qui a été rattachée un temps à l'OCDE, et qui, eux, vont aller qualifier des juridictions, des pays, en fonction de leur transparence en matière financière, et qui vont, évaluer l'avancement d'un pays
dans sa transparence financière. C'est un terme éminemment politique. Vous allez avoir aussi, je pense, l'État du Delaware aux États-Unis, qui est considéré comme un paradis fiscal de facto par rapport à sa fiscalité, où les gens qui fondent une société au Delaware ne seront pas visibles, c'est-à-dire vous ne pouvez pas savoir qui est derrière la société. Vous ne payez pas d'impôts, vous n'êtes pas obligé d'être visible en l'occurrence, et vous allez retrouver la plupart des boîtes qui sont au New York Stock Exchange qui ont leur siège social dans le même immeuble dans l'État du Delaware. Et cet État du Delaware a eu pour gouverneur pendant 30 ans Joe Biden, qui est l'actuel président des États-Unis. Ah ouais, donc, quand même. Vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement politique, et on l'a vu avec les offshore leaks notamment, qu'on retrouvait la trace de beaucoup de fuite de capitaux en direction d'États comme le Dakota du Sud aussi. Et donc voilà. Alors justement, les moyens. Quels sont les moyens qu'on utilise? Ou en tout cas les moyens de valoriser la transparence financière de manière préventive. Et je dirais, en n'étant pas du côté répressif, de manière préventive, c'est de pouvoir mettre en place un système de registres commerciaux qui va présenter de la manière la plus transparente possible les informations commerciales des entreprises, et notamment ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif ultime, qui est en fait la personne qui va bénéficier des capitaux injectés dans les sociétés, de l'argent qui est injecté. Vous pouvez retrouver ça en Angleterre, vous pouvez retrouver ça en France, vous ne retrouvez pas ça aux États-Unis par exemple. Et puis vous allez avoir aussi la manière de mener du renseignement financier. En France, vous avez un service qui est rattaché aux douanes et au ministère de l'économie et des finances, notamment, qui est en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre la fraude fiscale. Et ce service sert aussi, en plus d'être un service d'investigation, à servir de lanceur d'alerte sur des dossiers qui pourront être repris par la suite sur des aspects plus sécuritaires. C'est-à-dire que ça va en complément d'autres enquêtes qui ont des aspects plus politiques ou liés du financement du terrorisme, donc à des actions, je dirais, quasi militaires en tout cas, paramilitaires ou politiques. On va retrouver le volet financier qui sera couvert par des services tels que celui-ci. Et donc vous avez en fait un consortium de services de renseignement financier qui notamment donne de très bonnes formations, qui s'appelle le Egmont Group, qui travaille beaucoup là-dessus, sur la transparence et sur la manière de mener des investigations financières, notamment face à des flux financiers qui vont vers des paradis fiscaux. Thomas, on parle de trafic. Tu peux nous faire une petite liste de tout ce qu'on trouve actuellement? Alors, je vais d'abord faire une différence entre trafic illégaux et trafic illicite. Généralement, quand on parle de trafic illicite, on parle de produits qui peuvent avoir une existence légale, qui peuvent exister légalement sur un marché, mais qui ont emprunté des voies illégales. Dans les trafics illicites, vous allez trouver le trafic de cigarettes, le trafic d'alcool, donc la contrebande aussi, donc je vous l'ai dit, de cigarettes, d'alcool, mais aussi de produits de consommation courante, comme la nourriture, comme les vêtements, comme les appareils électroniques, les appareils électroménagers. Vous allez trouver le trafic de pierres, qui vont emprunter des chemins illégaux. Il y a médicaments aussi, qui sont un des premiers trafics sur le continent africain. Le trafic de médicaments a des conséquences dévastatrices sur la santé des citoyens du continent africain, puisque en fait on a affaire à de la revente de médicaments périmés, des médicaments qui ne soignent pas, de faux médicaments, ce genre de choses. Après, sur la partie illégale, vous allez avoir plusieurs, je dirais, marchés en fait, vulgairement. Vous allez avoir celui de la drogue de synthèse, les opiacés aussi, donc à la base de l'opium, le trafic de produits issus du chanvre, du hashish. Vous allez avoir la traite humaine, donc le travail clandestin, la migration clandestine, la prostitution. Vous allez avoir le trafic d'armes, que ce soit le trafic d'armes légères, on parle de trafic de fourmis, c'est-à-dire le passage d'une arme légère puis d'une autre à travers différents individus, d'une frontière ou d'une ville à une autre. Puis vous allez avoir aussi le trafic d'armes plus importantes. Donc là, on peut avoir dans l'imaginaire collectif le film Lord of War, où on a des individus, puisque la personne qui a inspiré ce film existe bel et bien, plutôt proche du pouvoir russe d'ailleurs. Et donc vous allez avoir des individus qui sont spécialisés dans la revente d'armements lourds à des États, pour ne pas passer par des systèmes internationalement établis. Vous allez avoir le trafic de ressources, le trafic de minerais, le trafic de terres rares. Vous avez le trafic de carburant, le trafic de bois, ou de bois rares même. Parfois, vous avez le trafic de sable pour le BTP. Au niveau environnemental, vous allez avoir tout ce qui est trafic d'espèces en danger, que ce soit des espèces de plantes, notamment pour des vertus médicinales, surtout vers l'Afrique, ou le trafic d'animaux, que ce soit pour une pratique, je dirais, de divertissement, ou là encore, les produits issus de la faune pour le marché médicinal asiatique. On parle de l'ivoire, on parle de la peau ou même des organes de grands fauves. Et puis vous allez, là, on rebascule sur un autre territoire qui est le cyberespace. Vous allez avoir tout ce qui est le vol d'informations, les flux financiers illégaux sur cet espace. Est-il utile de rappeler que le crime, ce n'est pas bien, n'allons pas créer de nouvelles passions pour le crime ou donner des idées, mais bon, le crime aussi se renouvelle, si je puis dire.
On a vu naître de nouvelles façons d'être hors la loi ces dernières années. Peux-tu nous en parler? Alors effectivement, et notamment le Covid a laissé s'exprimer, je dirais, la créativité des criminels. Alors, les nouvelles manières, donc c'est évidemment le cyberespace, ou en tout cas c'est d'emprunter des chemins de traverse, sortir des sentiers battus pour ces criminels-là. On a vu le cyberespace comme un espace d'échange qui facilitait les flux illégaux entre le producteur ou le revendeur et le consommateur. On a vu aussi que on pouvait utiliser de nouveaux vecteurs. Alors ça peut sembler idiot vu comme ça, mais vous aviez beaucoup de trafic durant le confinement, que ce soit en Europe ou ailleurs, à travers les livreurs de nourriture, les livreurs de biens de consommation courante en fait, où le consommateur utilisait des applications détournées de leur usage premier, ou alors des applications inventées pour ça, et on détournait une autre entreprise pour se faire livrer de la drogue ou d'autres substances de manière illégale. Vous avez bien évidemment l'usage du cyberespace comme un espace qui n'est pas encore complètement contrôlé, qui est un peu le Far West actuel, où là vous allez avoir sur des espaces comme le Darknet toutes sortes de trafic qui peut s'y dérouler. On n'a pas affaire, je dirais, à une nouvelle forme de crime. Les crimes restent les mêmes, mais on a affaire à un nouvel espace qui est un espace non contrôlé où les criminels, qui soient le revendeur, le producteur ou le consommateur, sont plus difficilement identifiables. Et je pense notamment à ce retour qui avait été le retour de l'État italien en fait par rapport à la prostitution en Italie, où pendant le confinement il n'arrivait plus à identifier les réseaux de prostitution qui étaient notamment issus du Nigeria, parce que les prostituées n'étaient plus dans la rue, elles étaient confinées, mais pour autant elles continuaient à se prostituer et à être la victime de réseaux criminels, et tous les échanges se faisaient par messagerie cryptée ou sur Internet. Et donc là, on avait une nouvelle manière de conduire un même crime qui était beaucoup plus difficilement contrôlable par les services de l'État. Justement, la cybercriminalité en est à des années-lumière de la lutte traditionnelle contre les mafias. Comment les États s'organisent pour lutter contre ces cybercriminels? C'est la grande question. J'ai déjà continué à financer les services de l'État qui sont en charge de la lutte contre ces individus et ces réseaux. Après, alors, comme je vous le disais, dans la criminalité transnationale, il y a cette notion qui dépasse les frontières. C'est que un réseau criminel, il va pas s'embêter, il va pas réfléchir forcément en termes de juridiction. S'il faut passer une frontière, il la passe. Il n'a pas ce problème-là. A contrario, un service régalien, il ne peut agir que là où son État est souverain. Donc il n'a pas un droit de poursuite, mis à part les Turcs au Kurdistan irakien, ils vont pas poursuivre le criminel de l'autre côté. Donc le meilleur moyen, c'est faciliter la coopération internationale ou bilatérale, à minima, entre deux pays qui sont concernés par un même phénomène. C'est de comprendre que cette criminalité, elle va s'accélérer, que cette capacité de renouvellement et la créativité des groupes criminels n'est limitée que par le potentiel de créativité de l'humain, et qu'ils ont forcément beaucoup plus de facilité à se renouveler, encore une fois, que des services étatiques qui vont intrinsèquement subir une lourdeur administrative qui est celle d'une grosse bureaucratie, et qui vont se partager l'information de manière beaucoup plus fluide, puisqu'on parle beaucoup plus de réseaux souples actuellement. On retrouve même des organisations criminelles, notamment au Japon, qui vont s'affranchir d'organisations comme les Yakuza pour adopter des réseaux beaucoup moins hiérarchisés et beaucoup plus souples. On va être plus difficilement contrôlable. À un moment où il y avait toujours eu des interlocuteurs ou des discussions entre l'État et les organisations criminelles, on a affaire à des réseaux qui sont plutôt viscéralement opposés aux représentants de l'État. Il y a beaucoup moins de communication, il y a beaucoup moins de médiation. Pour s'y opposer, je pense que c'est déjà le financement, le recrutement, la formation de ces personnels-là, et la coopération entre les services. Est-ce que l'intelligence artificielle entre dans le game? C'est compliqué pour l'instant de l'établir, puisque on est quand même sur les balbutiements de l'intelligence artificielle. On voit un peu les conséquences de ce qu'on appelle le deepfake actuellement, plutôt pour des applications politiques, de la désinformation, de la propagande. On peut imaginer, je pense que ça commence, même si j'ai pas des éléments, on peut imaginer des groupes criminels qui puissent utiliser des technologies issues de ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence artificielle, comme le deepfake, pour, je dirais, emprunter, voler l'identité d'une personne, au-delà de copier une pièce d'identité, mais de se faire passer pour quelqu'un d'autre, et pouvoir peut-être procéder à des validations sur des process, j'imagine, qui nécessitent un transfert d'argent ou ce genre de choses. Après, j'ai pas plus d'informations à vous donner à ce niveau-là.
Sur les marchés que je vous ai donnés, on est quand même sur quelque chose sur des produits qui sont très concrets, qui vont s'échanger sur des places, on va dire. Alors ces places, elles sont soit physiques, soit virtuelles, mais on est sur du produit qui est très concret, qui est de l'armement, de la drogue, qui est de l'exploitation humaine. Donc le cyberespace devient juste un espace d'échange, je dirais. Une question que je pose à tous mes invités. Faisons un petit voyage dans le temps. Allons en 2051. Comment tu vois le monde en 2051? Alors c'est une question intéressante. Moi, la première chose qui me vient, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le monde en 2051. Alors déjà, il va y avoir le changement climatique. Qui dit changement climatique dit bouleversement, dit crise, donc déplacement de population, conflit. Et donc on peut finalement juste se dire que au lieu d'avoir de nouveaux crimes, on va juste avoir une multiplication des foyers de tension et donc des organisations criminelles qui vont se greffer dessus, comme les parasites qu'elles sont, pour opérer plus facilement la migration clandestine, la traite humaine, la prostitution, le trafic d'armes, pouvoir faire passer plus facilement les marchandises comme la drogue, comme les armes légères, et puis comprendre qu'avec la raréfaction des ressources, il va y avoir forcément un marché noir qui va se développer sur les métaux rares, sur la faune, sur la flore, sur les espèces en voie de disparition qui sont déjà très présentes sur le marché noir. On peut peut-être imaginer un marché noir de l'eau, donc de voir qu'est-ce que ça va amener. On parle de 2050, mais on peut peut-être aller au-delà, mais je pense que 2050 va coïncider avec un bouleversement de tous nos paradigmes tels qu'on est habitué à vivre en tant que société, en tout cas en Occident, pour en parler vulgairement, et les foyers de tension qui vont avoir lieu sur les pays qui vont exister au sein des pays les plus vulnérables au changement climatique vont multiplier, vont accroître les opportunités pour les organisations criminelles. C'est terrible tout ça, il faudra trouver des solutions rapidement. Merci Thomas. Merci. Merci de nous avoir suivis, à très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et à le partager. À bientôt, ciao ciao. Bang bang. Double Bang Company.